Je vais maintenant vous peindre l'économie actuellement et ce que nous comptons faire. Aujourd'hui, je sais que quand je passe partout, et ça m'étonne, avant moi, on n'a jamais attaqué un ministre de l'économie à ce point, ou aimé. Partout je passe, ah bon, dollar, il faut quitter. Je vais en Inde, on me parle, dollar, il faut quitter. Que je parte à Massina, papa, dollar, il faut quitter. Ah, le goroye, il faut quitter. C'est bien, c'est déjà un facteur important sur lequel nous devons miser pour qu'effectivement, dollar est quitte. Mais ce dollar, comment il a évolué? Puisque j'ai comme l'impression que les gens pensent que ce dollar vient de connaître sa première chute sous le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Je vais vous épargner une longue excursion dans le passé. Prenons le gouvernement 1+4 de 2002 à 2006. Le pouvoir arrêtant. Le pouvoir, c'est-à-dire nous du gouvernement cohabitant avec ceux qui étaient issus de la rébellion et de l'opposition politique, tout le monde avait peur de détourner l'argent de l'État. Tout le monde avait peur d'exercer des influences négatives sur les chefs d'entreprise ou les opérateurs économiques vous demander des faveurs quelconques parce que ça va se savoir, ça va me compromettre et je risque de perdre les prochaines élections. C'est la seule période où vous pouvez consulter vos téléphones où le taux d'échange a glissé de 31%. En 3 ans, 4 ans plus qu'on avait augmenté l'année électorale. Mais quand vous prenez maintenant le premier mandat de 2006 à 2011, le taux de glissement est de 80%. De 2011, puisque ce mandat-là a été prolongé jusqu'en 2018, le taux de glissement a été de 81%. Maintenant, nous prenons le premier mandat du président Félix Tshisekedi qui va se terminer dans quelques mois. Le taux de glissement est de 47%. Alors, on donne l'impression que pendant cette période où nous sommes à l'économie, et mon ami qui était aux finances le matin, il y a eu plus de dérapage qu'avant. Et j'entends même les gens en parler sur les ondes. L'économie, au fait, et toutes les théories économiques qui n'ont pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie des populations ne servent à rien. Congo est à sa direction. Merci aux panélistes ici à mes côtés, avec lesquels nous allons certainement débattre sur cette question, puisque c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Il ne s'agit pas d'un vigilant pour savoir si l'État a raison ou il a tort. Nous devons bien analyser la situation pour trouver des remèdes idoines. Alors, ce que nous devons dire, avant de parler de ce que l'État doit faire, c'est que la crise de l'économie congolaise plonge ses racines dans le passé lointain. Déjà à l'époque léopoldienne, on produisait parce que si vous ne remplissez pas vos assignations, on vous coupait les mains. 80 ans de colonisation, on produisait et c'était toujours l'agriculture parce que si vous n'arrivez pas à produire l'EVA, la quantité attendue de caoutchouc, ou du coton, ou du riz, ou des haricots, ou de n'importe quel autre denrée, on vous fout en prison et en même temps l'organisation administrative était telle que une grande partie de la population était contrainte de rester dans les milieux ruraux. C'est un modèle économique qui avait son propre modèle d'accumulation de croissance. L'indépendance intervint en 1960. Nous avions 25 universitaires, parmi lesquels 19 philosophes, et nous avons fauté. Parce que nous avons dit à la population congolaise qu'avec l'indépendance, désormais c'est 3 repas par jour, tout le monde va voir la lumière, tout le monde va circuler dans Bukavu, dans Bujimaï, dans Kananga, Kinshasa, et tout le monde va devenir citadin, et on va oublier le village. Et donc c'est un phénomène que
a été masqué par les réserves très importantes de notre économie qui était située au même niveau que l'économie canadienne, ça peut vous étonner, légèrement au-dessus de celle de l'Afrique du Sud et celle de la Corée du Sud. Allez sur Google, vous pouvez vérifier, c'est certifié. Pourquoi finalement aujourd'hui nous retrouvons en train de disputer la dernière place avec des pays comme le Sud-Soudan, comme la Somalie? C'est un paradoxe pour un pays avec autant de richesses, parce que tout simplement, en 1960, nous avons eu l'indépendance politique. On n'a pas milité pour l'indépendance économique. On n'a pas lutté pour faire l'union des intelligences congolaises et réfléchir ensemble si c'est ce que nous voulons faire de notre pays. Et nos querelles actuelles, ils sont pour beaucoup parce que ces mêmes querelles ont été aussi les résultats constatés après l'indépendance. Chacun voulait être président de la République, député, ministre, ainsi de suite. Les partis politiques, on en a créé de plusieurs sortes. Il y a eu les premières élections, Lumumba est Premier ministre, mais n'a pas la majorité. Il fallait coaliser avec Bolikango et les autres. Et puis finalement, c'était de courte durée. Et de crise en crise, la politique entraînant l'économie, nous avons connu le déclin, mais qui était toujours masqué par la prospérité apparente de notre pays, avec des réserves que nous avions. En 1967, une bonne expérience, à mon avis, créer les Zaïre monnaie, Zaïre 2 $. C'est une expérience que d'autres pays sous-développés de l'Afrique qui auront du mal à vivre. Nous avons vécu cette expérience. On est passé des Zaïre au franc congolais. C'est toujours notre monnaie. Elle peut fluctuer dans un sens comme dans un autre. Au moins, c'était un instrument de souveraineté. En 1973, mais nous avons deux mesures. Les chocs pétroliers, la zaïrianisation, ça assène un coup à l'économie zaïroise. Et avant cela, il y a eu la nationalisation de l'AGECAMINE. Et quand on continue, il y a des mesures de rétrocession, radicalisation, et puis finalement les plans de stabilisation, objectif 80. En 82, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, et c'est pour la première fois que moi, j'ai entendu le mot assainissement des ressources humaines. On va faire partie des gens de la fonction publique, et nous qui fûmes étudiants à l'époque, on va voir les transports des étudiants, les fameux Thomson coupés. La restauration, c'est une fois par jour, alors que nous en avions 3. Et nous avions marché à l'époque, pour qu'ils se souviennent, le maréchal Mobutu est intervenu, du moins la première dame, et puis on avait les poulets qu'on appelait Bobi Ladawa. Tout cela, ça démontre que le malaise était profond. On nous a demandé, c'est la rigueur, parce que les laboureurs, ils souffrent d'abord et puis ils récoltent après. Mais cette rigueur, finalement, le maréchal Mobutu lui-même a démontré en 86 qu'on ne mange pas la rigueur. Et puis finalement, il y a eu des profs d'université qui sont venus, le professeur Mabi, Kinzonzi et tous les autres. Ils n'ont pas pu redresser la barre. Pourquoi? Parce que le système était déjà verrouillé. Il y avait des mots structurels qu'il fallait d'abord extirper pour espérer faire quoi que ce soit. Et puis, bon, perestroïka, et j'en passe. Je vais maintenant vous peindre l'économie actuellement et ce que nous comptons faire. Aujourd'hui, je sais que quand je passe partout, et ça m'étonne, avant moi, on n'a jamais attaqué un ministre de l'économie à ce point, ou aimé. Partout je passe, ah bon, dollar, il faut y quitter. Je vais en Inde, on me parle, dollar, il faut y quitter. Que je parte à Massina, papa, dollar, il faut y quitter. Ah, le gros, il faut quitter. C'est bien, c'est déjà un facteur important sur lequel nous devons miser pour qu'effectivement le dollar est quitté. Mais ce dollar, comment il a évolué? Puisque j'ai comme l'impression que les gens pensent que ce dollar vient de connaître sa première chute sous le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Je vais vous épargner une longue excursion dans le passé. Prenons le gouvernement 1+4 de 2002 à 2006. Les pouvoirs arrêtant. Les pouvoirs, c'est-à-dire nous du gouvernement cohabitant avec ceux qui étaient ici de la rébellion et de l'opposition politique,
Tout le monde avait peur de détourner l'argent de l'État. Tout le monde avait peur d'exercer des influences négatives sur les chefs d'entreprise ou les opérateurs économiques vous demander des faveurs quelconques parce que ça va se savoir, ça va me compromettre et je risque de perdre les prochaines élections. C'est la seule période où vous pouvez consulter vos téléphones où le taux d'échange a glissé de 31%. En 3 ans, 4 ans plus qu'on avait augmenté l'année électorale. Mais quand vous prenez maintenant le premier mandat de 2006 à 2011, le taux de glissement est de 80%. De 2011, puisque ce mandat-là a été prolongé jusqu'en 2018, le taux de glissement a été de 81%. Maintenant, nous prenons le premier mandat du président Félix Tshisekedi qui va se terminer dans quelques mois. Le taux de glissement est de 47%. Alors, on donne l'impression que pendant cette période où nous sommes à l'économie, et mon ami qui était aux finances le matin, il y a eu plus de dérapage qu'avant. Et j'entends même les gens en parler sur les ondes. L'économie, au fait, et toutes les théories économiques qui n'ont pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie des populations ne servent à rien. Il faut prendre des mesures pragmatiques qui touchent directement à l'homme. Et cela, c'est comme quelqu'un qui veut semer le maïs. Il doit d'abord faire ce qu'on appelle l'opération pour défricher les champs, labourer, hercer, semer, arroser, et puis bon, il récolte. Mais les terrains sur lesquels nous allons bâtir la nouvelle économie, c'est notre cadre macroéconomique qui se présente comment. Même si, par ailleurs, nous résistons par rapport aux autres économies, aux chocs et aux effets externes dus essentiellement à la guerre en Ukraine, parce que nous sommes à 23% d'inflation. L'Argentine est à plus de 140% d'inflation, alors qu'ils attendaient 60%. Le Ghana est au-delà de 40% d'inflation. Ça peut vous paraître des chiffres qui ne disent rien, mais ça démontre quand même la résilience de l'économie congolaise. Pendant cette période, pour parler de l'économie, parce que sa finalité c'est l'homme, comment le gouvernement s'est comporté pour que l'homme ne sente pas ou ne soit pas anéanti par ces phénomènes qui n'étaient pas prévus au départ. Moi j'étais en France et j'ai l'avantage de vous dire que nous parcourions des kilomètres, 3 kilomètres pour trouver finalement une station ouverte pendant une période et vous approvisionner en carburant. J'ai vu comment on a coupé l'électricité dans certains quartiers. Aujourd'hui en Afrique d'ici, c'est carrément le délestage, même dans les grands quartiers. Au Nigeria, pays producteur, on a brûlé des stations d'essence. En Angola, dernièrement, on a fait une augmentation de 25 centimes à 50 centimes de carburant, ça crée des émeutes. Moi qui vous parle, au nom du gouvernement, ici dans la section du président de la République, nous avons notre façon de faire. On a opéré des augmentations légères par amour pour vous, pour nous-mêmes et pour la population congolaise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, je vois que Mike Losembe me regarde, Lenny Londo et du patronat, ils savent très bien que si nous appliquons la vérité des prix aujourd'hui, en réalité, le carburant coûte 4 000 et quelque chose, francs congolais à la pompe. C'est une subvention que l'État a accepté de supporter, je voudrais remercier les opérateurs économiques du secteur pétrolier, puisqu'ils ont accepté, évidemment, de nous faire ce crédit-là et de vendre le carburant au prix le vend aujourd'hui, c'est-à-dire 2800 et quelques francs congolais. C'est une forme de soutien à la population. C'est une forme d'augmenter le pouvoir d'achat de la population. C'est une augmentation aussi des salaires qui ne dépassent son nom pour une catégorie de la population. Mais seulement, dans cette opération, nous devons maintenant, en tant que ministre de l'économie, ce que nous comptons faire, nous allons nous adresser quand même aux riches. Les entrepreneurs, et là je crois que la FEC va nous y aider. La grande consommation du diesel, ce sont les miniers. Et dans cette subvention que nous avons accordée, ils en profitent. Et jusque-là, nous avons perdu, ou ils ont bénéficié, de plus de 400 millions de dollars américains. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça?
Et aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Un enfant ne marche pas le premier jour. Vous pouvez dire que ce n'est pas parfait, mais c'est en apprenant à marcher, vous tombez que vous finirez par marcher. Le système de santé en France a mis des décennies pour devenir performant comme il est aujourd'hui. Alors, le tout, c'est avoir l'audace. Il faut oser. Quand on parle de 145 territoires, moi j'ai dit, commençons et commençons très vite. Donc, au fait, l'économie, c'est l'offre et la demande. J'ai suivi Eric Ambago tout à l'heure, et certainement doivent avoir fait de l'économie, puisque tout est économie finalement. Même nos mamans connaissent la fluctuation des taux d'échange. Elles savent que Massango a sous-sauté, bon, l'os comme Mouké, elles savent tout ça. Donc, toute l'économie, au fait, c'est devenu comme la politique. Vous ne vous occupez pas de l'économie et elle va s'occuper de vous. Donc, une économie où la demande est de loin supérieure à l'offre, c'est une économie où on ne peut avoir que des effets pervers que nous sommes en train de vivre. C'est une économie où nous mangeons 90% des biens qui viennent de l'extérieur. Une économie où nous produisons 90% des biens que nous ne consommons pas, c'est-à-dire du cuivre brut, des minéraux non transformés. Et voilà notre challenge, c'est de transformer tout cela. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, et les mesures existent, le président de la République, au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres, ces mesures qui avaient été prises au niveau de l'ECOFIN, que j'ai le bonheur de présider, qui regroupe plus de 12 ministères, y compris le ministère des Finances, du Plan, des petites et moyennes entreprises. Plusieurs ministères sont là, dans l'industrie, commerce extérieur et consorts. Nous avons pris des décisions, puisque le rôle des responsables étatiques, c'est de décider. Il faut décider. Prenez la décision et ne marche pas, vous corrigez. Et vous finirez par avancer. Voilà pourquoi quand nous avons vécu la crise de pénurie de maïs dans l'espace du Grand Katanga, l'espace du Grand Kasaï, nous n'avons pas hésité un seul instant de dire il n'y a pas de miracle à faire. Où nous produisons tout de suite et nous sommes des magiciens et le maïs pousse le même jour, nous le récoltons le même jour et on donne aux Katangais, on donne aux Kasaïens. Ou nous disons, en même temps que nous produisons, puisque le cycle est connu, jusqu'à 4 mois, 5 mois, le maïs sera dans les assiettes des Congolaises et Congolais, du Kasaï et du Grand Katanga. Mais en même temps, nous devons imaginer, voilà, la taxe zéro. Puisque dans l'espace avec, mesdames et messieurs, je vous dis, nous sommes le pays le plus lourd en termes d'affaires. Je n'ai pas voulu parler du climat des affaires délétères. Quand nous avons regardé toute la panoplie des taxes, des péages, et ça s'accommode à la tracasserie. Nous avons décidé, nous avons eu le soutien du président de la République, du Premier ministre, de supprimer momentanément toutes ces taxes. Donc zéro. Alors, Congolaises et Congolais, puisque nous devons recréer notre classe moyenne, vous avez l'opportunité d'abord d'importer le maïs pour le marché du Katanga et du Grand Kasaï, mais en même temps, puisque moi je suis contre les importations des produits qu'on peut avoir sur place, ces taxes zéro concernent aussi l'importation des tracteurs, des intrants agricoles, des fertilisants, tout ce qu'il faut pour produire. Donc nous disons, nous allons avancer en reculant en termes d'importation, mais en augmentant en termes de production. Mais cette production ne peut être efficiente que si nous ouvrons les routes des dessertes agricoles. Cette production ne peut être réalisable que si nous mettons de l'ordre au niveau du secteur de l'énergie. Laissons les grands Inga tranquilles. Mais nous avons pris des 20 sites où on peut construire des grands barrages. Nous avons plus de 76 000 villages qui peuvent se suffire en électricité à micro-barrages. Nous avons le solaire. Et donc l'énergie joue un rôle parce que dans la chaîne de valeur, il faut arriver
à transformer ce que l'agriculture va produire et on va rétablir cette fameuse relation de l'agriculture et l'industrie, c'est-à-dire nous produisons des facteurs que l'industrie va transformer et les produits manufacturés nous reviennent au village. Comment faire en sorte que Kinshasa ne soit pas la seule ville d'espoir où chaque Congolais croit que c'est là qu'il va trouver le bonheur? Nous disons, il faut recréer les conditions de vie dans les villages. Et avec l'agriculture, les 145 territoires, les gens auront du travail dans les villages. Il y aura certainement amélioration. Et voilà pourquoi nous disons, le secteur de l'éducation nous intéresse, parce qu'après avoir nourri le ventre, Christian, je vous vois venir, vous m'avez posé la question, vous ne m'arrêtez pas, vous n'avez qu'à arracher les minutes la prochaine fois, ou quand j'ai fini, vous me demandez de partir, parce que je vous embête. Alors vous me laissez terminer. Alors j'ai dit, après avoir nourri le ventre, il faut penser au cerveau, puisque d'abord, avant le cerveau, il faut penser à la santé. Vous pouvez manger, mais si vous n'avez pas de centre de santé, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas de médecins, vous ne valorisez pas le travail des médecins, de l'infirmier, mais ça ne sert à rien. Il faut soigner les gens. Le système sanitaire, voilà pourquoi la couverture universelle, prônée par le président de la République, va commencer avec les femmes, avec la maternité. Nous allons passer à la pédiatrie et ça va continuer. Nous allons oser, n'en déplaise à ceux qui vont dire qu'ils sont en train de rêver. Je préfère rêver. Et le rêve deviendra réalité. Après avoir nourri, soigné, mais il faut nourrir le cerveau. L'éducation, c'est un secteur sensible. Nos écoles, est-ce que le programme sont encore adaptés? Est-ce que les infrastructures aujourd'hui suffisent pour nos enfants, nos étudiants? Et tout cela dans un programme, parce que le ministère de l'économie a l'avantage d'être un ministère transversal. Tout est économie. Et notre rôle, c'est aussi d'assurer la cohérence dans les différentes politiques et initiatives initiées au niveau de chaque ministère, de telle sorte que l'action du gouvernement soit réalisée et comprise par la population. Mais le changement, c'est avant tout nous-mêmes, c'est-à-dire la population, puisque l'État, ce n'est pas un agent économique. Nous allons laisser aux opérateurs économiques le rôle de produire, d'où la présence d'Nkinzo ici pour les investissements, et je crois que de Delény Londo pour les patronats, et du DG de Cotrans, parce que l'État, ce qu'on lui demande, c'est de créer les cadres pour que les affaires se passent bien. Comment voulez-vous que moi, Christian Lusakweno, habitant de Béni, je puisse verser 100 millions de dollars, puisqu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent là-bas aussi, dans une banque sur place, et quand je vais retirer, on me dit que vous ne pouvez retirer que 10 000 dollars, alors que de l'autre côté, non seulement on vous donne un taux qui rémunère votre argent plus que chez nous, on vous donne la possibilité d'accéder à votre argent et accéder au crédit, puisque nous parlons de crédit, à des conditions meilleures. Donc nous n'avons aucune banque congolaise, c'est incroyable. Nous allons créer des banques congolaises, banques au niveau de l'agriculture, banques pour soutenir les petites et moyennes entreprises, puisqu'on ne peut pas avancer sans cela, banque, parce que le système bancaire, sans repousser les autres, nous devons nous en approprier et faire du crédit à nos populations. Tout cela, Christian, vous me direz, nous sommes en train de rêver. Mais il y a 50 ans, tout le monde s'est moqué des Chinois. Mais aujourd'hui, je voudrais savoir qui peut lever son petit doigt pour dire que c'est du Shinto, que ça n'existe plus. L'expression a carrément disparu. Eh bien, le Congo deviendra la Chine ou le Brésil de l'Afrique. Les autres pays tout autour, ça sera Singapour, ça sera peut-être le Japon, Taïwan. Ne vous en faites pas, tout le monde aura son rôle à jouer. Merci.